Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Le démantèlement de la zone sud de Calais n'aura pas lieu ce mardi. Le tribunal administratif de Lille rendra sa décision sous 48 heures. Un tribunal qui avait été saisi par les associations qui estiment bien que l'évacuation de cette jungle était contraire aux droits fondamentaux des migrants. Un juge, et c'est un fait extrêmement rare, vous le voyez sur ces images, une femme juge s'est rendue dans la jungle ce mardi. Alors l'évacuation, est-ce la solution? Ce qui est proposé par l'État français, une relocalisation, est-ce que ça va régler les problèmes? Comment prendre en charge ces réfugiés, ces migrants qui rêvent pour la plupart de partir vers le Royaume-Uni? Eh bien, on va en parler avec nos invités, avec vous. Pierre-Henri, bonsoir. Vous êtes directeur général de France Terre d'Asile. Avec nous, Hélène Conway-Mouret, bonsoir. Vous êtes sénatrice socialiste des Français de l'étranger. Avec nous, Isabelle Bourgeois, bonsoir. Chargée de recherche au Centre d'information et de recherche sur l'Allemagne contemporaine. Vous êtes également rédactrice en chef de Regard sur l'économie allemande. Et Nicolas Dhuicq avec nous, député du parti Les Républicains de l'Aube de la première circonscription. Avant de commencer ce débat, eh bien, on va tout de suite écouter, si vous le voulez bien, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. C'était hier lundi au Mans. J'ai demandé à la préfète du Pas-de-Calais de procéder dès cette semaine à la mise à l'abri de tous les migrants vivant encore dans la zone sud de la Lande, en procédant de façon progressive, bien entendu, et en privilégiant à chaque instant le dialogue, la persuasion et l'information des migrants par la montée en puissance de nos maraudes. Cette opération se fera dans le respect des personnes, bien entendu, comme nous l'avons toujours fait depuis des mois. Pierre-Henri, pourquoi vous voulez absolument que ce camp reste tel quel, alors que lorsqu'on regarde quand même les images des hommes, des femmes, des enfants dans la boue, vivant dans des conditions extrêmement précaires, est-ce que c'est le meilleur lieu pour les accueillir ? Ben, écoutez, moi je n'ai jamais souhaité que les gens restent dans une situation d'insalubrité. Il y a quelques associations qui ont fait un recours. Je n'en suis pas. Parce que je pense qu'il n'y a pas de bonne solution aujourd'hui à Calais. Je ne peux pas plaider pour le maintien des gens dans des conditions insalubres, et en même temps je sais que le déplacement d'un certain nombre de personnes à Calais ne va pas résoudre le problème de Calais, parce que Calais se joue à Lesbos, Calais se joue à Londres, Calais se joue à Paris, Calais se joue à Bruxelles, mais Calais ne se joue surtout pas à Calais. En réalité, vous savez... mais quelle est la solution? On vous entend et vous dites, moi finalement, je suis ni pour l'évacuation et je suis ni pour la relocalisation. Non, 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 non. Moi, je dis, je suis d'abord pour que tout le monde se mette autour de la table et trouve une solution apaisée avec l'ensemble des partis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fois, il faut travailler avec les autorités françaises pour que ceux qui veulent demander l'asile en France puissent bénéficier d'un toit sur la tête et d'une procédure adaptée. Et puis, il faut travailler avec la Grande-Bretagne. Or, je vous signale qu'il s'est passé quelque chose ce week-end. Oui, on va en parler. Le Brexit, c'est la promesse que Calais, c'est un problème durable pour la France, parce que nous avons fait un abandon de souveraineté à Calais qui remonte maintenant à plus de 15 ans. Et nous avons accepté que la Grande-Bretagne exporte sur le territoire national sa politique d'asile et sa politique d'immigration. Bon, Pierre-Henri, j'ai bien compris. Vous voulez tous vous mettre autour d'une table, vous voulez discuter, mais là, il y a une urgence. Dans l'urgence, est-ce qu'il faut que ces hommes, ces femmes, ces enfants restent là où ils sont, alors qu'il y a une vie qui s'est faite au sein de cette jungle? En tout cas, c'est ce que disent plusieurs associations. Ou est-ce qu'ils doivent partir, aller dans des endroits en dur et dans des endroits chauffés, comme le propose le gouvernement? Il est évident que là où il y a des solutions qui sont dignes, il faut qu'ils aillent vers ces solutions qui sont dignes. Simplement. Donc il y a sortir de la jungle, là. Oui, il faut sortir de la jungle. Mais par contre, il y a une petite différence sur laquelle il faut travailler. L'État dit qu'il y a 1000 personnes qui se trouvent dans la jungle, et les associations disent qu'il y en a 3500. Ils ne sont pas d'accord sur les chiffres. Écoutez, mettons-nous d'accord. Il faut chercher l'apaisement sur cette question, parce que nous sommes face à un problème durable. Et je crois que les instrumentalisations ne sont pas bonnes. Hélène Conway-Mouret, que propose aujourd'hui le gouvernement à ces migrants? Je crois que c'est d'abord d'apporter une réponse humanitaire à cette crise qui dure depuis quand même assez longtemps. Sangatte a été démantelé en 2002.
À l'époque, on pensait qu'en éparpillant les quelques 500 réfugiés, qui étaient d'ailleurs d'origine afghane, et on voit qu'il y a eu une évolution depuis, eh bien, on ne les verrait plus et le problème peut-être se résoudrait tout seul. Ça n'a pas été le cas. Il y a eu la Libye, il y a maintenant la Syrie, il y a eu l'Irak, et on voit que finalement l'Europe, et la France aussi malheureusement, n'a pas anticipé que ces personnes n'iraient pas simplement dans les pays voisins. Ils l'ont fait par millions au Liban, en Jordanie, maintenant vers la Turquie, mais que ces réfugiés viendraient un jour en Europe. Oui, mais ça, et tout ça, pardonnez-moi, ça fait longtemps quand même qu'on l'a fait. Mais justement, il n'y a eu aucune anticipation. On parle même de la guerre en Afghanistan. Enfin bon, je veux dire, le constat, il est fait depuis longtemps. Vous parlez tout de même de Sangatte, ça date d'il y a 10 ans et rien n'a changé. Absolument. Donc oui, mais alors, une fois qu'on a dit que rien n'a changé, peut-être faut-il s'atteler à changer les choses. Aujourd'hui, on peut déplorer quand même un manque d'anticipation d'un problème qui ne pouvait... De la part du gouvernement de tous les gouvernements européens. La Convention de Dublin, ça fait combien de mois que la Convention de Dublin ne fonctionne pas? On le sait, avec une pression indue sur certains pays. Qu'est-ce qui a été fait depuis? Rien. Absolument rien. Donc il y a un manque d'anticipation, il y a une inertie, on peut déplorer tout cela, et je crois qu'aujourd'hui, il est important de se mettre autour de la table. Oui, il faut qu'ils quittent, donc que ces migrants quittent la jungle et soient relogés, comme le propose le gouvernement en tout cas, soit dans certains centres d'accueil en France, mais bien soit à proximité justement de Calais, dans des endroits en dur et chauffés. Mais bien sûr, enfin, oui, les images que vous voyez, ces gens vivent dans des conditions indignes. J'ai passé une journée les pieds dans la boue, pratiquement jusqu'aux genoux, et tous ceux qui y travaillent et tous ceux qui y vivent. Il y a plein d'associations qui défendent énormément. C'est pour ça que je ne comprends. Enfin, ce que je comprends dans le recours, c'est que les associations veulent que cela se fasse graduellement, que les gens ne soient pas forcés, parce qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre que les réfugiés se sentent protégés parce qu'ils sont en groupe, qu'ils sont ensemble, et que quand ils sont éparpillés, ils se sentent un petit peu exposés et vulnérables. Donc je crois qu'il faut les rassurer et le faire de manière progressive, absolument. En fait, ce qu'a dit Bernard Cazeneuve. Nicolas Dhuicq, cette volonté justement du gouvernement de relocaliser aujourd'hui ces migrants, c'est la bonne réponse? Je crois que nous sommes toujours dans l'après-coup. C'est-à-dire que d'abord, nous n'avons aucune politique étrangère digne de ce nom au Proche et au Moyen-Orient. Je rappelle aux spectateurs qu'il y a des sanctions absurdes qui touchent la Syrie, qui mettent les gens au chômage, qui détruisent les entreprises, qui les forcent à migrer. Que parmi ces migrants syriens, nous avons un nombre certainement important de gens qui ont été formés à commettre des attentats terroristes sur le territoire national. Nous sommes sur une menace qui est sérieuse. Et qu'au lieu de faire un appel d'air, nous devrions aider les pays à se développer. Ça, c'est l'amont. Et aucun gouvernement n'a compris cette question de l'amont. Deuxième remarque, nous avons aider les pays à se développer. Comment aider aujourd'hui, pardonnez-moi, la Syrie à se développer alors que le pays est en plein chaos, en pleine guerre? Permettant à la Syrie de retrouver la souveraineté sur son territoire, ne pas suivre aveuglement les Américains qui veulent une Syrie fédérale et qui vont nous dire qu'il y a des bons et des mauvais islamistes. Et en faisant sauter ces sanctions, en même temps en invitant nos gouvernants à lire les discours de M. Erdogan. Lisez les discours de M. Erdogan, regardez quelle est la politique de M. Erdogan et comment il instrumentalise ces migrants et comment l'Allemagne a cédé à ce terrorisme intellectuel. Pardonnez-moi, mais enfin jusqu'à présent, on peut peut-être, d'ailleurs les Européens, peut-être remercier encore mais qui sont les Européens Erdogan d'accueillir sur son territoire 2,5 millions de réfugiés. Deux remarques supplémentaires. Mais je voudrais qu'on revienne quand même sur Calais. Mais c'est Calais. Je sais qu'il y a quand même un lien entre Calais et ce qui se passe à l'extérieur, mais je voudrais qu'on revienne sur Calais. L'Europe n'existe pas. L'Europe n'a pas de politique étrangère, ne peut pas en avoir parce que les États reviennent à leurs égoïsmes compréhensifs nationaux. Et donc nous avons un État qui essaie de répondre, mais dans l'après-coup. Et deuxième remarque, vous avez deux discours qui s'opposent. Vous avez le discours qui est le discours de la morale individuelle à laquelle les individus doivent répondre, et le fait que nous, Européens, nous découvrons que les États ne peuvent pas répondre à la morale individuelle. C'est-à-dire qu'un État, s'il veut survivre, ne peut répondre à la morale et l'éthique individuelle. Nous revenons à la question de la raison d'État. Donc ce que vous dites, il faut laisser en fait la morale, je ne dis que la morale de côté à long et terme, c'est de retrouver une souveraineté en matière de politique étrangère, de faire sauter cet embargo stupide qui pousse les gens à la misère en Syrie, qui touche même, je le rappelle, les hôpitaux.
Enfin, c'est aussi un embargo. Pourquoi? Parce que c'est le faire régime de Pour Bachar faire souffrir el-Assad. le peuple syrien. Oui, enfin, c'est qui vit le en régime guerre de Bachar depuis 5 el-Assad ans, qui est un alors régime que meurtrier. Mais monsieur là-dessus, vous Assad, n'êtes pas que j'ai d'accord. rencontré, vous le savez, ne Oui, souffre Nicolas Duc. Bon, là, on s'éloigne. On sait que vous avez rencontré Bachar el-Assad. Vous le défendez. Exactement. Bon, je ça ne c'est défends encore. pas monsieur Assad, je défends une Syrie souveraine. D'accord, c'est encore un autre débat. Mais moi, je voudrais qu'on revienne sur Calais. Et l'intégrité Nicolas Duc, moi, je voudrais qu'on revienne, si vous voulez bien, sur Calais, s'il vous plaît. Isabelle Bourgeois, moi, quand même, la question, vous êtes spécialiste de l'Allemagne. L'Allemagne a accueilli en 2015 1 million de réfugiés. Et on ne voit pas les images de ce qu'on voit à Calais. Alors, qu'est-ce que fait l'Allemagne de différent? Pourquoi ça se passe mieux en Allemagne que ça ne se passe en France, alors qu'ils sont nettement moins nombreux? Il y a beaucoup de choses qui se passent. D'abord, les réfugiés, les 1,1 million, très précisément, ne sont pas des statistiques. Ce sont des êtres humains. C'est la première leçon. Le phénomène a commencé à prendre de l'ampleur quand les Hongrois ont mis des barbelés. Ça, pour les Allemands, c'est un symbole très très fort. Parce que la chute du rideau de fer et puis ensuite celle du mur a commencé par l'ouverture des barbelés entre l'Hongrie et l'Autriche. Et donc, voir, ironie de l'histoire, le phénomène inverse, ça a provoqué l'adhésion de tout le monde. Ensuite, l'Allemagne a tiré aussi les leçons de Calais. Elle a tiré les leçons de ces États partenaires, ces États membres de l'Union européenne qui ne veulent pas respecter les traités ou qui ne veulent pas aller au bout, par exemple, des processus de Dublin, de Schengen, etc. et qui se sont toujours filé la patate chaude jusqu'ici pour ne pas protéger les frontières extérieures, par exemple, qui refusent pareillement de mener une politique étrangère conjointe depuis une éternité déjà. La problématique, c'est tout ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en début septembre en Allemagne? Il y avait que, comme d'autres routes et débouchées par la route des Balkans, affluaient des êtres humains. Qu'est-ce que l'Allemagne pouvait faire? La chancelière ne pouvait pas, la chancelière et personne, ne pouvait pas laisser ces gens-là créer plein de Calais aux portes de l'Allemagne ou des autres pays. Il fallait les accueillir, surtout que c'était le début de l'automne et l'approche de l'hiver. Et donc, il y avait derrière des destins humains. Ils avaient froid, ces gens-là, ils avaient faim. Il fallait bien les mettre quelque part et bien. Je rappelle encore une chose qui est mais chez nous aussi, ils ont froid, ils ont faim, oui, et visiblement, mais il y a une différence, ils sont justement, c'est ce que je voudrais dire. Moins bien accueillis. C'est que la Constitution allemande prévoit le droit d'asile. C'est un droit fondamental, à l'article 16 exactement. C'est le seul droit fondamental de la Constitution allemande qui s'applique à tous les étrangers. Et ceux qui viennent, qui fuient les flammes, qui fuient les bombes, ont droit d'office à demander l'asile. Ça, c'est une première chose. Et effectivement, à l'époque, il y avait une majorité de Syriens qui arrivaient. Et eux, on peut dire qu'ils vont. Maintenant, ensuite, il y avait ça. Ensuite, l'article 1er de la loi fondamentale, le tout premier, la mère de tous les principes fondamentaux, c'est le respect de la dignité humaine. Avec ça, voyant que les autres ne suivaient pas, qu'est-ce que vous vouliez que l'Allemagne fasse? Qu'elle demande à François Hollande, est-ce que vous seriez d'accord qu'on ouvre un peu les frontières pour en accepter? Je ne suis pas sûre de la réponse. Il y avait urgence humanitaire. C'est ça qu'a fait Mme Merkel a fait son travail. Elle a fait son travail. Maintenant, c'est difficile dans le concret. Et ça, c'est autre chose. Mais Isabelle Bourgeois, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des centres d'accueil en Allemagne, donc en dur. Ça se passe comment, justement, cette intégration? Ça se passe... voilà, si nous devions prendre exemple sur l'Allemagne, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il y a plusieurs types. Que nous ne faisons pas. Il y a les centres déjà d'accueil aux frontières pour les papiers, pour le simplifier, et ensuite vous avez un dispatching sur des centres d'accueil. Il se trouve que, évidemment, vu le nombre, elles sont extrêmement limitées, et les réfugiés se retrouvent, on les appelle d'ailleurs des réfugiés en Allemagne, des gens en fuite, se trouvent donc recueillis généralement dans des gymnases, qui sont transformés en lieux d'accueil avec ce qu'il faut au minimum de confort, ou alors dans des centres d'hébergement, des immeubles qui sont préparés pour ce faire, de manière à ce qu'ils aient un appartement ou un studio qui puissent vivre dignement. Et le problème, il vient de ça maintenant, c'est que ces lieux ne sont pas en quantité suffisante et que les gamins allemands n'ont plus d'enseignement sportif parce que les gymnases sont bourrés à craquer. Donc il y a une répercussion sur la population aussi. Que vous ne pouvez plus acheter de lits, même chez Ikea ou autre, parce qu'il n'y en a plus, tout simplement, parce que ces gens-là, il faut bien qu'ils dorment dans du dur et du sec.
Et donc, nous, on a un problème justement de structure d'accueil. On n'a pas de structure d'accueil, on n'a pas de dur. Parce que là, on parle quand même de 3000 personnes. À Calais, 3000 personnes, ça c'est ce que disent les associations, entre 800 et 1000 d'après le gouvernement. On n'a pas les moyens aujourd'hui en France. Allez, si on entend le gouvernement, 1000 personnes, on va dire, on n'a pas la possibilité de loger 1000 personnes dans du dur en France. Mais je crois qu'il ne faut pas poser la question comme ça. Calais n'est pas une ville où les réfugiés sont venus en masse pour s'installer. Ils sont allés en Allemagne parce que la chancelière a dit que l'Allemagne était prête à accueillir un certain nombre de réfugiés pour des raisons démographiques, économiques et autres, ce que la France n'a pas fait. Calais est un lieu de transit. Aujourd'hui, il y a 3000 ou 4000 réfugiés. Il y en a eu plus à un certain moment parce que les gens arrivaient pour passer en Angleterre. Ensuite, les choses ont changé et aujourd'hui, les réfugiés n'ont plus les mêmes facilités, disons, pour traverser. Mais Calais n'a jamais été une destination finale. Donc, il n'y avait pas à construire des refuges en dur et ainsi de suite pour des gens qui n'arrivaient pas là pour rester. Aujourd'hui, ils restent là. Mais ça fait quand même des années aujourd'hui, ils sont arrivés dans une impasse et c'est pour ça que, et vous avez fait référence, Monsieur Henry, à les accords entre la France et le Royaume-Uni aujourd'hui, qui fait que, eh bien, les réfugiés sont stoppés en France parce que le Royaume-Uni n'a plus envie de continuer à les accepter par exemple, comme auparavant. Avec ce qui s'est passé, par exemple, là, à Bruxelles, et l'accord qu'a trouvé David Cameron, qu'il a arraché à ses partenaires européens, où il dit « Nous, on ne paiera plus d'allocations sociales aux migrants, enfin à tous réfugiés ou travailleurs, disons, étrangers, durant 7 ans ». Est-ce que ça va justement être dissuasif et est-ce qu'il va y avoir une voie? Est-ce que les migrants vont choisir une autre voie parce que finalement, le Royaume-Uni ne sera plus la destination privilégiée? Écoutez, je ne peux pas vous répondre avec certitude sur cette question, mais ce que je sais, c'est qu'il y a une défaillance des politiques européennes depuis près de 20 ans. Oui. Et je vous rappelle que tout de même, c'est au travers du traité de Canterbury, signé entre la France et la Grande-Bretagne en 1986, que s'est posée la question de la frontière. Et puis ensuite, il y a eu une série d'accords entre la France et la Grande-Bretagne, les accords de Sangatte en 1991, en 2003, les accords du Touquet qui ont figé la situation. Et Calais, c'est le point de sortie de l'espace Schengen. Et si vous bloquez cette sortie, évidemment, vous créez ce centre. Quand vous posez la question de savoir s'il y a des capacités en dur en France, oui, bien sûr, il y a des capacités en dur. En gros, il y a 30 000 places d'hébergement dans un dispositif national d'accueil qui sont dans des centres spécialement dédiés à cela. Et vous avez 20 000 places d'hébergement. Mais il y a autre chose qui manque. Il y a une volonté politique aujourd'hui de faire sa part du travail dans l'accueil des réfugiés. Écoutez, j'étais à Lesbos il y a 4 jours. Ce que j'ai vu à Lesbos, d'une certaine manière, pétrifié, parce que j'ai vu l'exode. J'ai vu des gens qui, toutes générations confondues, fuient la guerre, la persécution et cherchent refuge. Et devant cela, j'ai vu un manque d'organisation, de prévision et de vision totale de l'Union européenne. Et c'est bien cela qui est préoccupant aujourd'hui. Alors on va en parler, peut-être je vais vous donner la parole, Nicolas Duc, dès la deuxième partie seconde partie du débat aussi. À vous également, Isabelle Bourgeois. Justement, est-ce que l'une des solutions, passe pas par l'Union européenne, mais aujourd'hui on voit cette Europe tellement divisée entre ceux qui érigent des murs, ceux qui font voter des lois pour saisir les biens des migrants, pour payer les allocations. On va en parler. Allez, c'est la seconde partie du débat et c'est dans un instant.